Donc, sans transition, je vais passer la parole à Camille Monduit, qui travaille sur l'histoire de la pédopsychiatrie. On va parler des enfants, on va parler des services pour enfants. C'est aussi un nouveau champ d'études pour les historiens, pour les historiennes, que de s'intéresser non seulement à la psychiatrie de l'enfant, mais aussi de s'intéresser à la psychiatrie, on va dire, encore plus contemporaine, celle des années 60, 70, 80. C'est le chantier sur lequel Camille Monduit travaille dans le cadre de sa thèse, donc Le Mans Université, Thémos CNRS. Camille, à toi la parole. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de l'organisation de ce colloque et puis Hervé Guillemin de m'avoir invité à présenter mon travail. Alors, votre enfant vous inquiète, son caractère est difficile, il est coléreux et opposant, son comportement est étrange, il manque de confiance en lui, il se décourage, il a des manies ou des peurs, il se met à voler, falsifie ses notes ou fugue. Votre enfant inquiète l'école. Si vous avez pris des mesures raisonnables et que le problème persiste, comme le propose cette plaquette, si vous habitez le 13e arrondissement de Paris en 1965, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation gratuite à la consultation d'hygiène mentale d'enfants de votre quartier. Alors cette brochure assez avant-gardiste, elle me permet d'introduire l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, celle des enfants à l'hôpital psychiatrique à un moment clé dans l'histoire de la psychiatrie du XXe siècle, la sectorisation. Ça me permet aussi d'évoquer les éléments fondateurs du secteur, la proximité du lieu de consultation dans votre quartier, le réseau, le maillage, votre enfant inquiète l'école, les symptômes qui sont mis en avant, il ne travaille pas, il est rêveur ou agité, le modèle de soins, celui d'une consultation familiale où les enfants et les parents sont reçus, des parents qui deviennent acteurs du soin, prenez vous-même le rendez-vous, une équipe pluridisciplinaire, donc éducateurs, psychologues, conseillers pédagogiques, assistantes sociales, médecins, et enfin la prise en compte de l'enfant en tant que personne. Vous préparerez votre enfant sans l'inquiéter ni le menacer. Alors si tous ces aspects me permettent d'aborder les avancées propres à la mise en place des intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile, elle permet aussi d'en pointer les limites et les régressions. Cette plaquette qui s'adresse avant tout aux mères, vous pourrez venir seul ou avec votre mari, parler de vos inquiétudes pour mettre en place un traitement qui vous demandera un grand effort personnel. On est encore en 1965, donc on ne va pas aller trop vite. J'ai choisi de parler des avancées et des régressions propres à cette histoire. L'avancée principale dont je parle, c'est celle du changement dans la prise en charge psychiatrique des enfants de l'hôpital psychiatrique vers la ville. Cette évolution qui a suivi la même trajectoire que la psychiatrie adulte, qui dès les années 60 a pensé une nouvelle organisation des soins psychiatriques en secteur, proche du lieu de vie des patients. Alors bien que les enfants aient été objets du même enfermement asilaire que les adultes, leur condition n'a pas connu le même écho. Est-ce pour cette raison qu'il aura fallu attendre 12 ans de plus pour qu'une circulaire propre au statut de l'enfant et de l'adolescent soit créée, avec la mise en place des intersecteurs de psychiatrie pour enfants et adolescents. Donc la circulaire initiale, c'est celle du 15 mars 1960, qui prévoit un découpage de chaque département en secteur géographique et qui ne prend quasiment pas en compte la spécificité du statut de l'enfant, sinon qu'il précise que 2 catégories d'enfants ont leur place à l'hôpital psychiatrique, les enfants qui nécessitent la mise en œuvre de traitements psychiatriques et les enfants qui relèvent de techniques de rééducation, donc ce qui recouvre des catégories très larges à l'appréciation du médecin. Donc c'est en 1972 qu'une circulaire vient inscrire la psychiatrie infanto-juvénile du secteur dans les textes officiels, un texte inédit qui conjugue pour la première fois une organisation structurelle de la psychiatrie de l'enfant à une conception psychopathologique, et on remet pour la première fois en cause le quotient intellectuel qui a prévalu jusqu'alors comme critère d'étiquetage des enfants. Je vais citer les psychiatres Tony Lenné et Lucien Bonafé en 1971 dans une revue sur l'enfant handicapé,
qui dresse le constat, je cite, « Tout concourt à isoler le problème de l'inadaptation infantile du champ général de l'enfance et à pratiquer systématiquement l'exclusion et l'aliénation. » Alors si la question de désinstitutionnaliser la psychiatrie se pose assez tôt dans les textes, la déshospitalisation des enfants a-t-elle été aussi concrète que théorique? Alors jusqu'à présent, la question du secteur infanto-juvénile a été pensée à partir des textes et des productions des psychiatres qui ont beaucoup écrit l'histoire de la pédopsychiatrie. Mais comment traiter ce sujet du point de vue du patient à partir des dossiers même de patients, donc de patients enfants, avec toute la difficulté de travailler des dossiers récents, je parle de dossiers des années 60, 70, 80, qui plus est des dossiers d'enfants. Travailler à partir du dossier de patient, c'est essayer de faire l'histoire de son point de vue. Comment est perçue l'institution par les enfants? Comment est perçue l'institution par les parents? Comment les changements institutionnels et théoriques se reflètent dans les dossiers d'enfants? Au fond, peut-on parler d'un enfant à partir des écrits d'une institution? Et à la lecture d'un dossier patient, et je vous invite à vous poser cette question la prochaine fois que vous ouvrirez un dossier, qu'est-ce qui reste du sujet dans un dossier créé par l'institution? Un dossier d'enfant, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bilans, beaucoup de bilans, parfois somatiques, et des tests psychométriques, des diagnostics, des notes de soignants, des enquêtes sociales, et parfois une trace du patient lui-même et de sa famille. Donc comment, à partir de ces dossiers, redonner une existence, une densité à l'enfant et à son vécu? Donc travailler sur ces dossiers, ça permet aussi de dégager la manière dont l'enfant présenté comme malade est perçu par le consultant et la dépendance de cette perception à des théories psychiatriques qui parfois sont très antérieures ou contemporaines. Et ça nous renseigne surtout sur les conditions de la pratique psychiatrique durant la période concernée. Donc l'un de mes terrains de recherche, c'est l'hôpital de Ville-Évrard, en Seine-Saint-Denis, où j'ai travaillé il y a quelques années. Et jusque dans les années 70, les enfants qui habitaient ce secteur étaient hospitalisés dans les services psychiatriques des hôpitaux parisiens ou dans des services de pédiatrie, donc avec un fonctionnement qui se limitait parfois à un bilan, un moment isolé, sans lien avec les équipes soignantes locales. Donc je travaille à la fois sur les dossiers de patients mineurs qui étaient hospitalisés dans des services adultes, à la fois sur les dossiers des premiers patients des structures ambulatoires naissantes. Je vais vous présenter rapidement le parcours d'une jeune fille entre ses 12 ans et ses 18 ans à partir de son dossier à l'hôpital de Ville-Évrard. Donc il s'agit d'une patiente hospitalisée en service adulte à peu près au moment de la création des intersecteurs, donc au début des années 70. Donc le dossier de Fabienne, qui entre à 14 ans en 72 à l'hôpital de Ville-Évrard. Son dossier contient les comptes rendus de ses anciennes hospitalisations. La première remonte à ses 12 ans à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, dans le service d'enfants du professeur Michaud, où elle est hospitalisée pendant 3 mois après avoir menacé un camarade de classe au couteau et a tenté de se jeter par la fenêtre après une dispute avec son beau-père. Donc à la suite de cette hospitalisation, Fabienne va être suivie au dispensaire d'hygiène mentale de Montreuil, qui reçoit à la fois des adultes et des enfants, par une psychiatre qui reçoit également sa mère de temps en temps. Elle ira ensuite dans un institut médico-éducatif à Toulouse, puis un autre à Arcachon. Ces séjours entrecoupés d'hospitalisation régulière en psychiatrie jusqu'à ses 18 ans, et sûrement après, en tout cas moi j'ai eu accès à ces hospitalisations-là, souvent à la demande de sa mère qui a des difficultés à vivre avec sa fille lorsqu'elle est en transition entre 2 établissements et qui demande à cette occasion un placement volontaire. Donc entre ses 12 ans et ses 18 ans, Fabienne reçoit beaucoup de diagnostics. Je vais vous en citer certains. Troubles du comportement et médiocrité intellectuelle. Débile légère avec comportement hystérique. Débile légère profondément immature, jeune psychopathe, jeune hystérique inintelligente. Donc, beaucoup de diagnostics qui évoluent en fonction des théories psychiatriques et psychanalytiques et des classifications nosographiques de l'époque. Ce sont ces diagnostics qui justifient son placement et son maintien dans l'établissement conformément aux dispositions de la loi de 1838.
Donc les critères diagnostiques de Fabienne renvoient d'un côté à la déficience intellectuelle, avec des termes qui commencent à évoluer dans ces années. On parle moins d'arriération, mais toujours de débilité, intelligente, médiocrité intellectuelle. Lorsque les critères diagnostiques décrivent des troubles du comportement, le vocabulaire est beaucoup moins technique et on parle plutôt d'éducabilité. Alors le dossier de Fabienne, il contient aussi beaucoup de courriers de sa mère, mais aussi de Fabienne, qui commence à écrire à partir de ses 15 ans à peu près à son médecin psychiatre et à son assistante sociale. Donc en 1974, elle écrit qu'elle a trouvé un fiancé, mais qu'elle compte venir faire, je cite, sa rentrée à Villévrard. Donc elle s'y rend en fait en hospitalisation de jour. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de cette année-là, il y a de plus en plus de courriers entre le médecin, l'assistante sociale et la mère de Fabienne qui s'inquiètent de cette relation amoureuse et des conséquences qui peuvent en découler. Donc le médecin écrit à un collègue gynécologue de l'hôpital général de secteur pour demander d'examiner Fabienne et demande explicitement de lui poser un stérilet puisque Fabienne serait trop irrégulière dans sa prise de pilules. Je le cite, « Elle semble trop irresponsable devant l'éventualité d'une grossesse ou encore elle n'apparaît pas capable de s'en occuper. » Il y a d'ailleurs trace dans son dossier de plusieurs résultats de tests de grossesse qui s'avèrent négatifs. Donc on comprend bien le parcours de cette jeune fille entre des structures qui relèvent de l'éducatif, de sa scolarité, les IMP, l'hôpital, donc où elle est hospitalisée avec des adultes, le dispensaire, l'hôpital général et le domicile de ses parents. Ces courriers, notamment les courriers de la mère au psychiatre, ils montrent, elle écrit donc au psychiatre du dispensaire, et ça montre aussi la facilité avec laquelle elle peut se rendre au dispensaire. Lorsqu'elle est inquiète pour sa fille, elle sollicite un rendez-vous en fin de journée. On comprend que le centre est proche de son domicile, on imagine qu'elle y va après une journée de travail, et on mesure comment le dispensaire s'insère dans le maillage de la vie quotidienne de la famille. Donc ça me permet d'enchaîner sur une plaquette, donc qui est la plaquette d'un CMP de secteur, donc qui n'est pas celui de Montreuil, mais qui est proche, qui est celui de Rosny-sous-Bois. Et on voit bien sur cette plaquette le plan, qui est un peu coupé là en fait, je ne l'ai pas bien centré, mais bon, qui nous montre ce qui importe, c'est l'implantation du CMP dans la ville, comment il est relié à la gare, au marché, à l'hôtel de ville, les moyens de communication pour s'y rendre. La plaquette qui donne aussi à voir les photos de l'immeuble du CMP qui fait penser à un immeuble d'habitation dans une rue au cœur de la ville avec une entrée qui est semblable à l'entrée des autres immeubles, donc un immeuble vraiment ancré dans la cité. Donc c'est au début des années 70 qu'on commence à penser les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile proches des institutions de l'enfant, sa famille, son école, un secteur enfant qui correspond à 3 secteurs de psychiatrie générale, donc environ 200 000 habitants. C'est un chiffre qui est considéré dès le départ comme un minimum qui tiendrait compte du manque de moyens. Donc déjà dans les années 70, on parlait du manque de moyens. Évidemment, c'est important de penser que ces 200 000 habitants dans une grande ville, dans un espace réduit, il ne s'agit pas de la même prise en charge que 200 000 habitants dans d'autres territoires où la population est plus étendue. Donc on pense plusieurs types d'institutions ambulatoires, le dispensaire d'hygiène mentale comme élément de base du dispositif de secteur, mais aussi des consultations hospitalières et les hôpitaux de jour. Donc j'ai parlé d'avancée et de régression dans l'histoire de la psychiatrie infanto-juvénile de secteur. Dans la vignette de Fabienne, on voit bien à la fois la volonté d'aller vers une autonomie, une émancipation de Fabienne vis-à-vis de sa famille, en trouvant la structure qui serait la plus adaptée possible. Plusieurs essais qui sont faits. La structure la plus ancrée dans son lieu de vie. Et en même temps le contrôle, notamment des corps, de l'institution qui s'exerce dès lors que Fabienne s'éloigne du parcours pensé par l'institution. Ce contrôle, c'est d'abord la place du diagnostic. Sur 6 ans de prise en charge, j'ai relevé 7 diagnostics. Et la volonté de contrôler sa sexualité avec le recours à une mesure de contraception sans son avis.
La limite, bien sûr, de l'étude du dossier du patient, ça repose aussi sur tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui se passe entre deux observations, entre deux courriers de l'assistante sociale. Alors pour définir le mouvement d'ouverture de l'hôpital psychiatrique vers la ville, on a parlé de déhospitalisation, de désinstitutionnalisation. C'est d'ailleurs l'objet du livre dont tu as parlé, non, tu n'as pas parlé de celui de la fin de l'Asie, qui questionnait cette idée. Et je vais reprendre ce que dit la sociologue Irène Théry. Elle parle des institutions de la famille, mais ça s'applique aussi à notre sujet, qui dit qu'on va toujours vers plus d'institutions et qu'en fait il n'y a jamais moins d'institutions dans une société humaine. C'est tout à fait la critique qu'a portée Tony Lainé, qui était un défenseur de la sectorisation, mais qui en pointait les pièges. Je le cite, qu'on le veuille ou non, le secteur psychiatrique est une institution. Il ne suffit pas de sortir des murs de l'asile ou du centre hospitalier spécialisé pour s'épargner du même coup les risques du féodalisme et de l'institution réunie et éviter que l'institution fonctionne à terme pour répondre à sa logique propre. Donc une autre limite à ce mouvement de désinstitutionnalisation, c'est la fermeture des lits. Si ce mouvement reste nuancé en psychiatrie adulte, les services d'enfants ont fermé assez massivement leurs lits au moment de la mise en place du secteur. Et dans les années 80, une controverse se développe entre les psychiatres chargés d'intersecteur infanto-juvénile sur la nécessité ou non de disposer de lits, de disposer d'un service hospitalier pour accueillir les enfants avec des troubles les plus lourds, les plus graves. Alors pourquoi cette controverse? En partie parce que la plupart des intersecteurs créés depuis 1972 l'ont été sans lit d'hospitalisation. L'idée était de transformer la pratique d'enfermement. La réalité est que les soignants ont souvent dû trouver des solutions pour pallier ce manque. La plupart du temps, le recours à un institut médico-pédagogique ou le maintien dans la famille, choisi faute de mieux. Alors je terminerai juste pour boucler sur l'histoire de Fabienne, pour vous donner des nouvelles de Fabienne, qui à ses 18 ans est suivie par l'équipe d'un centre d'orientation éducative de son quartier. L'équipe souhaite maintenir le lien à tout prix puisqu'il y a eu beaucoup de ruptures dans la prise en charge de Fabienne. Et donc ils vont rencontrer Fabienne et son conjoint. Alors je vais citer ce qu'ils écrivent, leurs notes. Le jeune homme, dont les intentions étaient sérieuses, avait fait une bonne impression et l'équipe du centre considérait le mariage prévu comme une éventualité heureuse. Voilà, je m'arrêterai là.